capitale du Congo libre. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Crime de sang et pouvoir au Congo-Brazzaville, toujours dans l'esprit de partage des belles feuilles de cet ouvrage. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre poignant et sanguinaire des crimes perpétrés de 1972 à 1973. Encore une œuvre macabre de l'aubumutrie, oligarchie bureaucratique, militaire et tribale. Les crimes de 1972 et 1973, je cite, février 1972, la vie politique congolaise change de cours. La nouvelle direction politique est constituée d'officiers dits progressistes et d'éléments marxistes du MNR et de la GMNR qui finit en 1968 par évincer Massamba Deba pour lui substituer Marien Gwabi et créer un parti d'avant-garde, le Parti congolais du travail, en sigle PCT. Puis, elle se disloque à la suite de contradictions internes, très prévisibles d'ailleurs. À l'origine du mouvement, le compromis ayant porté essentiellement sur la dissolution de la défense civile et sur la création d'une armée dite du peuple. Entendez par là politisée. Bien que le Parti congolais du travail se démarque de par son caractère d'avant-garde du parti des masses, plus que ne l'était le MNR, le Mouvement national de la Révolution, regroupant par conséquent les éléments dits avancés de la Révolution, il n'en demeure pas moins un amalgame de tendances marxisantes instrumentalisant différemment le marxisme-léninisme. Un tel conglomérat ne peut être qu'éphémère. Très vite, nos révolutionnaires de la FENF, du MNR et de la GMNR contestent l'autorité et les pratiques de Ngouabi qui essaient de constituer une base tribale de pouvoir. Deux courants se forment au sein du directoire du parti. D'un côté, les révolutionnaires gauchisants regroupés autour du lieutenant Ange Diawara, contestant la tribalisation, l'embourgeoisement et la bureaucratisation du parti. Et de l'autre, les nouveaux carriéristes regroupés autour de Ngouabi et qui cherchent à s'installer en véritable nomenclatura. Ce lundi 22 février, les premiers décident de régler ce contentieux en prenant les armes. Malheureusement, piégés de l'intérieur, manquant de coordination et composés en partie d'hommes plus soucieux de leur sort que de celui du mouvement, le putsch échoue. Le plan d'action du mouvement, qui prévoit l'arrestation de certaines personnalités, n'aboutit pas. Marien Gwabi, informé par les services de renseignement de Sassou, improvise un voyage à Pointe-Noire. Prosper Matoupampolo, que Diawara envoie sur place constituer un commando en vue de l'arrêter, échoue. Les jeunes militaires recrutés pour la circonstance s'étant saoulé la gueule avant de passer à l'action, histoire de se donner du cran. Marien Gwabi peut alors, avec le concours des forces restées loyales, organiser sa retraite et son retour le lendemain à Brazzaville, où les poutistes manquent de neutraliser Yombi Opango, le chef d'état-major de l'armée, qui réussit à s'échapper et à sonner l'alerte, permettant ainsi aux fidèles du président de faire échouer le coup d'État. En tout cas, même si les mutins parviennent à arrêter quelques membres du gouvernement, ce 22 février, la déconfiture est totale, comme le fait remarquer
Hugues Bertrand. Le lieutenant Jawara, commissaire politique à l'armée, principal instigateur du coup, parvient, certes, à s'échapper avec quelques camarades, mais dans l'armée, l'épuration est sanglante. Le moment des règlements de compte tant attendu est enfin arrivé. Plusieurs civils seront exécutés sans autre forme de procès. La cour martiale, contrôlée par les militaires affiliés à Yombi, prononce de nombreuses condamnations à mort. Parmi les civils exécutés sommairement et ensevelis dans une fosse commune, privés de sépulture, 2 hommes, l'artiste Franklin Bukaka et l'ancien ministre Élie Théophile Itsou. L'assassinat de Franklin Bukaka et de Élie Théophile Itsou. La tentative de putsch écrasée, le pouvoir procède donc à de très nombreuses arrestations. La quasi-totalité des hommes politiques des premières heures de la Révolution y passe. Une commission d'enquête est mise en place pour entendre les conjurés. Elle est placée sous la présidence du capitaine Mwasi-Poso Pascal, un homme du nord du pays, très proche de Yombi Opango, qui apparaît alors comme l'artisan principal de l'échec du coup d'État et le chef du lobby qui entoure le président Ngouabi. Dans la nuit du 25 au 26 février, Yombi demande l'extraction de leur géole pour interrogatoire de 4 prisonniers et envoie à Boya-Pierre, un homme de main de lobby, à la maison d'arrêt de Brazzaville où sont incarcérés les mutins. Le groupe d'hommes armés que conduit Pierre Aboya se présente auprès de M. Koumba, le régisseur de la prison, de la part du chef d'état-major général. Mais le vieux flic refuse de se laisser influencer et exige par réflexe professionnel un ordre écrit et signé. Aboya repart et revient une vingtaine de minutes plus tard avec l'ordre d'extraction signé du commandant Yombi. Il porte 4 noms: Guy Kifoutia, Franklin Bukaka, Élie Théophile Itsou et Ibot Marcel. 4 prisonniers qui ont certes appartenu à la conspiration du 22 février, mais qui n'ont jamais eu de contact ni de mission commune. Ils ne peuvent donc faire d'aveu liés au cours des interrogatoires, le principe du cloisonnement ayant été la règle d'or du mouvement coordonné au plan militaire par Ange Diawara. De plus, ces hommes, dont les 3 premiers sont des cadres du sud du pays et le 4e, un jeune indicateur originaire du nord, sont extraits de cellules différentes, ce qui suppose qu'un choix préalable intégrant une logique déterminée avait été opéré. Guy Kifoutia a intégré l'armée après de brillantes études de maths, sup, qui l'ont conduit à l'école militaire de Saint-Cyr, d'où il est sorti major de sa promotion, nanti en plus d'une spécialisation en transmission. Rentré au Congo, il est nommé lieutenant et chef du bataillon des transmissions de l'armée au moment du putsch. C'est à ce titre que son ancien collègue de lycée, Ange Diawara, le contacte, lui demande d'apporter un coup de pouce au mouvement en paralysant tout le réseau des communications dans le pays. Mais ce n'est pas tout. Kifoutia, qui se trouve à Pointe-Noire le 22 février, est aussi le protégé du commandant Yombi. Il est ainsi, pour ainsi dire, le filleul et à ce titre
déjeunent seuls au moins 2 fois par semaine avec lui, et c'est surtout pour avoir été consulté à cet effet que Yombi prépare aussi avec l'abbé Bekabaka à la même période un coup d'État contre son cousin. Le chef d'état-major général ne pardonne pas à son filleul de lui avoir fait un bébé dans le dos en participant au putsch de Jawara et a peur que Kim Fusia ne l'expose aussi au cours de l'interrogatoire qu'il aura à subir. Il ne trouve d'autre solution que de l'éliminer physiquement. Bukaka et Itsuhu sont par contre 2 ancêtres de la GMNR et la défense civile. Le premier est secrétaire d'État de 1969 à 1971 aux premières heures du pouvoir de Mwabi. Leur mission, le 22 février, sera de mettre au frais le gouvernement. Ils y parviendront dans une large mesure, mais devront à la fin abdiquer et se rendre au moment de la déconfiture. Cependant, la haine de Yombi pour ces 2 hommes est ailleurs. Un instant, s'il vous plaît. Merci, il fait un peu chaud aujourd'hui. Pour l'artiste, ce sont ses œuvres satiriques sur la vie de certains hommes politiques, dont principalement Yombi, vivant au beurre pendant que le peuple est dans la misère, et pour l'ancien ministre, c'est l'outrecuidance d'avoir courtisé la même femme que notre homme. Ibot est en quelque sorte un sacrifié du clan nordiste. Il fallait bien qu'un homme du clan fasse partie des exécutés pour masquer le caractère tribal de l'expédition. Car, au-delà des problèmes personnels, le crime intègre aussi la logique du lobby de Yombi qui vise à rattraper le pseudo-retard du Nord en cadre, non seulement en instaurant une répartition ethnocentriste des bourses de formation, mais aussi en supprimant physiquement les cadres du Sud à la première occasion. Cette nuit, le régisseur Kumba sort les 4 prisonniers des cellules où ils sont entassés à même le sol, sans la moindre dignité, nus comme des vers de terre, à la merci des moustiques et de plusieurs épidémies. Il leur demande de choisir au pif un slip sur la pile placée au milieu de la cour de la prison, les remet à Aboya Pierre qui doit les conduire officiellement à l'état-major pour y subir un interrogatoire. De quoi ne pas inquiéter nos 4 poutistes qui savent que, malgré le caractère inhumain et drastique des commissions d'enquête, ils tiendront le coup. Une estafette Renault de transport des troupes les attend. Ils y sont embarqués à l'arrière sous la surveillance de 8 soldats. La bâche est tirée et ils ne voient pas la direction du convoi dirigé par Abouya, le chef de mission. À une distance assez réduite, suit une Land Rover conduite par Ngabira, chauffeur du président Ngwabi. Très vite, les amis de Onge Diawara se rendent compte qu'ils ont changé d'itinéraire et que le convoi se dirige vers la banlieue de Brazzaville où se situe le champ de tir de l'armée congolaise qui fait office de champ d'exécution des réactionnaires, mieux des opposants au régime. Ils ne disent rien, mais ils ont vite compris que leurs dernières heures se comptent.
Au pont de la Tiémé, qui délimite la ville de la banlieue, le convoi s'arrête à un poste de police. Aboya et Ngabira descendent de leur véhicule, s'entretiennent pendant 10 minutes et poursuivent leur route. Après 45 km de parcours, le convoi sort de la nationale et s'arrête 500 mètres plus loin dans une savane vallonnée. Aboya descend et donne l'ordre de faire sortir les prisonniers. Ceux-ci sont adossés sur la ridelle arrière et éclairés par les phares de la Land Rover. Le peloton d'exécution se place alors en demi-cercle entre les deux véhicules du côté gauche. Au moment où les bourreaux approvisionnent leurs armes, le chauffeur de la camionnette, qui n'a pas rejoint le groupe, crie « Hé, attendez-moi, je dévisse encore mon arme !» Il achève sa tâche, prend son arme et entreprend de passer devant les prisonniers pour rejoindre le groupe. C'est à ce moment précis que le lieutenant Guy Kimfusia bondit sur lui et le propulse vers le groupe, créant ainsi une panique qui lui permet de disparaître à la faveur de la pénombre dans les vallons. Il attendra que les tirs aient cessé pour marcher vers Brazzaville, qu'il atteint à l'aube, à pied et en slip. Il restera caché quelques jours chez des amis avant de rejoindre par la pirogue Kinshasa. Pendant ce temps, Aboya, fou de rage, fait ouvrir le feu dans tous les sens et donne l'ordre d'exécuter froidement Franklin Bukaka et Itiou. Ibot Marcel, qui affirme s'être aussi éclipsé après la panique créée par l'évasion du lieutenant Kimfusia, aura sans doute été vraisemblablement libéré sur la base tribale. Les membres de cette expédition de la mort rentrent à Brazzaville après avoir enseveli à la sauvette les deux corps de leurs victimes. Le lendemain, la rumeur de l'enlèvement et de l'exécution de certains détenus court les rues de la ville. Plusieurs noms circulent, parmi lesquels Bukaka, Itiou, Kimfusia et autres. Une femme fonce vers la maison d'Harry. Elle ne croit pas du tout que son mari, dont le nom est aussi cité, soit un insurgé. Il est allé à Pointe-Noire, passer quelques jours auprès de son père. Lui a-t-il dit en partant. Et puis, s'il avait été arrêté, elle en serait informée par le commandant Yombi, qui est ami du couple. Devant la porte de la prison, elle croise l'aspirant Claise Balekita, qui assure la permanence. Quelle chance! Elle connaît ce jeune homme pour avoir vécu dans un même secteur à Poto-Poto. Grande sœur, sursaute-t-il en la voyant dans tous ses états. Je viens de prendre mon service et d'apprendre ce qui s'est passé. Ils ont été enlevés sur ordre du chef d'état-major général. Mais il me semble aussi que le lieutenant et un autre ont réussi à s'enfuir et qu'il n'y a eu que 2 morts, Franklin et Itiou. Sur ordre de qui, dis-tu? Demande Madame Kimfusia, qui ne semble pas avoir bien entendu. Ce n'est pas vrai. C'est donc un sorcier cet homme-là. Dire que Guy était tous les jours avec lui. C'est bien vrai. Il a personnellement signé l'ordre d'extraction que voici. Le jeune officier sort le mot signé de Yobi que son prédécesseur lui a laissé
et le fait lire à la dame. Il faut que tu me le donnes, dit cette dernière. Il faut que je sache ce qu'est devenu mon mari. Je veux le voir tout de suite. L'officier hésite et mesure l'importance de l'acte qu'il a posé. Mais ce n'est pas possible, dit-il. Tu sais bien que c'est une pièce officielle dont on peut toujours avoir besoin. Elle s'engouffre dans un taxi et file chez l'ami et l'ennemi du couple. Yombi. Mon commandant, dit-elle, lorsqu'elle arrive enfin à le voir, après toutes les tracasseries protocolaires, où avez-vous mis Guy? Elle est fatiguée de rage et ne peut s'empêcher de fondre en pleurs en répétant: je ne vous croyais pas ainsi. Je vous prenais pour un frère à mon mari. Je ne vous croyais pas ainsi. Guy, répond Yombi, après un long silence, a été arrêté dans le cadre du dernier coup d'État et a subi un interrogatoire à l'école de police. Mais à quelle école de police, rougit la dame? N'est-ce pas vous qui l'avez envoyé au peloton d'exécution? Pourquoi avoir honte de l'avouer maintenant? J'ai la preuve ici. Un papier signé de votre main, dit-elle, en plaçant la pièce directement devant Yombi. Je vous dis qu'il est à l'école de police. Je crois que c'est clair. Je dois aller voir le président qui m'attend maintenant. Il se lève pour interrompre l'entretien. S'il arrive quelque chose à mon mari, menace la femme avant de sortir, vous me le payerez, je vous le jure. Wabi est tellement prisonnier de la solidarité tribale et peu désireux d'affronter son clan que ses crimes demeureront impunis. De toutes les façons, se disent leurs auteurs, ce ne sont pas deux têtes du Sud, de surcroît, compromises dans une tentative de putsch qui feront tomber le ciel. Aussi grosse fût-elle. La fin de Onge Jawara. Nous allons aborder ce chapitre à présent. Dans l'axe du sud du pays, à une trentaine de kilomètres de la capitale, se trouve en pleine forêt Gomatete, une petite gare de chemin de fer Congo-Océan, l'unique voie ferrée du pays qui relie Brazzaville à Pointe-Noire. Onge Jawara, qui en est originaire, s'y était minutieusement préparé une retraite en cas d'échec de son putsch. Il organiserait son repli tactique en vue de préparer un nouvel assaut, une sorte de longue marche sur la ville en mobilisant les larges masses populaires. Jawara, qui inscrit son action dans un schéma guévariste et maoïste de conquête du pouvoir fondé sur une organisation en profondeur des masses, y était souvent allé pour repérer les lieux et étudier les conditions éventuelles de vie dans cette vaste forêt dont il connaissait toutes les pistes, les vallons, les marécages, en un mot, toutes les cachettes probables. C'est là qu'il trouve refuge le 22 février avec 3 camarades, le lieutenant Jean-Baptiste Ikoko et les sergents Bakekolo Jean-Claude et Oluka Jean-Pierre. Ils y resteront tapis des mois alors que la rumeur les prétend en exil à l'étranger et bénéficieront du soutien massif de la population de cette région déjà hostile au pouvoir.
les paysans, notamment les jeunes, sont subjugués par la présence parmi eux de ces personnages mythiques, autoritaires et serviables qui parlent de reconquête du pouvoir par l'organisation de comités de défense, ce qui rallume la flamme de la résistance dans cette région aux traditions de lutte anticoloniale héroïque. Nanti de cet appui paysan, Jawara entreprend de relier le maquis à la base urbaine du mouvement, situé surtout dans les milieux scolarisés et estudiantins de la jeunesse. Il rédige alors à cet effet sa remarquable analyse sur l'évolution politique du Congo depuis l'indépendance, intitulée L'autocritique du M22. Écrit dans les conditions particulières du maquis et diffusé sous le manteau, ce document tente de faire un bilan critique de la trajectoire politique suivie par les révolutionnaires jusque-là au Congo. Pour Ange Jawara, il est clair que la révolution n'a accouché que d'un État néocolonial et d'une classe dirigeante bourgeoise inféodée au grand capital. La prochaine révolution devra donc commencer par abattre cet État bourgeois par l'armement du peuple. L'autocritique, qui n'est certes pas un document programmatique achevé, exprime néanmoins le radicalisme politique auquel sont parvenus à tâtons certains éléments de la petite bourgeoisie congolaise. Cependant, la diffusion du document et les débats que celui-ci suscite en milieu jeune sont si importants qu'ils alertent le pouvoir de Ngouabi de l'existence du maquis. La répression de l'armée, encore sous la férule de Yombi, est féroce, notamment à Goma-Tsetse et dans les environs. La population résiste, malgré les exactions de toutes sortes, brave le pouvoir et rend insaisissables les maquisards. Jawara, qui mesure le rapport de force et qui sait que son organisation est encore embryonnaire et ne pourra tenir longtemps, entreprend un autre repli. Mais cette fois, dans un État voisin du Congo, le Zaïre. Ses contacts dans la capitale sont en majorité grillés et le mouvement a besoin de se refaire. Jawara se rend donc à Kinshasa et sollicite le soutien des autorités zaïroises au niveau le plus élevé. Celles-ci le lui garantissent car, malgré la paix des braves signée entre Mobutu et Ngouabi, à travers le manifeste du 16 juin 1970, les liens de coopération ne sont qu'apparence. Des structures d'accueil dans un camp militaire seront mises à leur disposition. Un apport financier d'un montant de 3 millions de francs CFA leur est fourni, tiré sur le compte de l'ambassade du Zaïre à Brazzaville et libellé au nom d'une jeune coopérante qui assure la liaison entre Kinshasa et le Maquis. Il ne reste donc que le transfert et l'installation du groupe dans le nouveau cadre de préparation. Au même moment, un indicateur infiltré dans le milieu balance la jeune coopérante. Le pouvoir s'offre ainsi l'occasion de démanteler le reste du réseau urbain du Maquis et tombe sur les preuves irréfutables du soutien du Maquis par le gouvernement zaïrois. Ngouabi en profite alors pour faire chanter Mobutu, qui mène dans la même période une très forte campagne médiatique et diplomatique sous le prétexte de l'authenticité. Une mission composée des capitaines Onziel et Ondoko
seront au Zaïre pour faire part au président Mobutu de l'intention du gouvernement congolais de porter cette affaire à la connaissance de l'opinion internationale. Mobutu n'entend pas se décrédibiliser au moment de sa pleine ascension politique et a en mémoire sa dette morale envers Mwabi, qui avait également livré un groupe d'opposants à son pouvoir, dont Pierre Moulélé. Il cède et promet de livrer les fugitifs qui ne savent pas qu'ils sont coupés de leurs sources de renseignement et qui seront faits comme des rats au moment de leur déménagement pour le Zaïre. Le colonel Ongouya Félix déclare: en 1973, j'étais lieutenant à la marine et je venais de rentrer de formation. Un après-midi, j'ai été appelé par le capitaine Andiel, alors chef d'état-major général, qui m'a dit que je devrais apprêter une vedette pour aller chercher un colis au Zaïre. Étant entendu le caractère secret de la mission, j'ai choisi les hommes qu'il me fallait et nous y sommes allés. Nous avons accosté vers le mont Galiema où des officiers zaïrois nous attendaient et nous ont livré 16 hommes menottés et attachés les uns aux autres. J'avais compris que c'était là le colis. Nous sommes revenus à l'état-major où nous avons déposé le colis et rendu compte de notre mission. Je dois dire que je n'avais jamais personnellement connu Jawara et que je n'ai fait le lien avec ma mission que quelques jours plus tard à l'annonce officielle de leur capture et de leur mort. Ange Jawara, qui n'avait à l'époque que 29 ans, était sans aucun doute l'homme le plus influent de la scène politique. Il était de ces hommes qui choisissent un parcours et, forts de leurs convictions, s'efforcent de l'accomplir, parfois au péril de leur vie. En deuxième année de sciences économiques au Centre d'enseignement supérieur de Brazzaville, il avait volontairement mis un terme à ses études pour se consacrer à la révolution, considérée comme la priorité et l'unique chance du pays. À tout moment de la vie, se plaisait à répéter ange aux jeunes: il faut penser à la révolution, car c'est notre salut. Très engagé, il s'impose vite au sein de la jeunesse. Et lorsqu'il est intégré dans l'armée en 1968, il est le commandant de la défense civile, donnant les preuves d'être un officier exceptionnel, sans pourtant être passé par une école militaire de renom. Les contacts personnels avec Che dans le maquis de Moulélé et avec les instructeurs cubains ont fait de lui un as de la guérilla. Son courage, son panache, ses convictions politiques, son intégrité et sa culture ont fait le reste. Condamné à mort par contumace par la cour martiale de mars 1972, Jawara et ses compagnons extradés secrètement par les autorités zaïroises, 2 jours avant la fin du procès de leurs complices, avaient juridiquement droit à une comparution publique et contradictoire. Mais, là aussi, le puissant lobby de Yombi avait tranché par leur condamnation à la mort la plus atroce. Après les avoir mutilés et brûlés au chalumeau, Ngouabi et ses amis, qui affirmaient avoir tendu une embuscade de maquisards à Boko, pousseront même l'hérésie à traîner dans les rues de Brazzaville les corps de leurs adversaires.
une speakerine plaça un billet de 10 000 francs CFA dans la bouche de Ange Diawara. Quel symbole avait-on tenté de leur faire porter? Était-ce si nécessaire de continuer à humilier et à souiller la mémoire d'un ennemi, même après que ce dernier soit mort? Pourtant, si l'on peut oser le dire, j'avouerai que le mouvement du 22 février a été l'affaire la plus nationale qu'ait connue le Congo. Ce jour-là, du nord au sud du pays, au-delà de toute considération ethnique, des hommes et des femmes issus de divers milieux sociaux, liés uniquement par un sentiment idéologique qui s'était jusque-là rarement exprimé de manière aussi forte sur le continent, s'insurgèrent contre la dégénérescence tribale et bureaucratique du pouvoir politique. Cependant, je vais revenir sur un fait, et donc je reprends la lecture à cet endroit. Après les avoir mutilés et brûlés au chalumeau, Ngouabi et ses amis, qui affirmaient avoir tendu une embuscade au maquisard à Boko, pousseront même les résils à traîner dans les rues de Brazzaville les corps de leurs adversaires. Pourquoi je reviens sur ce petit paragraphe là où on parle de Boko? En fait, cette mascarade du pouvoir cache bien des intentions lorsque le pouvoir dit qu'une embuscade avait été tendue à Boko. Non seulement elle veut cacher l'incapacité de l'armée congolaise de venir à bout du maquis et la duplicité des autorités zaïroises, mais elle vise aussi à attiser les rivalités interethniques au sein de la région du Poul, qui est le théâtre des opérations. Diawara étant Lari, comme le président Youlou, tandis que Boko, qui leur est livré, était le fief du président Massamba Deba, donc Deba Congo. Vous avez compris? La stratégie médiocre. Et nous la vivons encore aujourd'hui. Fin de citation donc. Voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais civilisé, sans vous commander, je vous demande d'aimer plus que jamais ceux qui vous sont proches. Le monde est une triste boutique. Les cœurs purs doivent se mettre ensemble pour l'embellir. Il faut reboiser l'âme humaine. Je resterai sur le pont, je resterai un jardinier, je cultiverai mes plantes de langage. Il n'est de vrai que l'amitié et l'amour. Je suis maintenant très loin, au fond du panier des tristesses. C'est une citation de Julos Bocard que j'ai tenu à partager également avec vous avant de boucler ce chapitre. Voilà. Merci de votre sympathique attention. Que votre soirée soit habillée de lumière, d'amour et d'amitié. À très bientôt.